Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes presque à la fin de cette série de vidéos sur la blockchain. Et il n'y a jusque-là ni bloc, ni chain. Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette quatrième et dernière vidéo. La dernière pièce du puzzle qui va donner à la blockchain son nom de chaîne de blocs. À la fin de la précédente vidéo, après avoir défini ce qu'est et comment fonctionne la blockchain, j'évoquais l'existence d'une faille dans le système. Oh, nom de Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? C'est quoi ça, mon petit balai? Alors de quoi s'agit-il exactement? Nous avons vu que notre blockchain est un tableau sécurisé parce que distribué à plein de mineurs, et que ce tableau émettait régulièrement un signal informatique qui garantit son intégrité, et que seules des transactions valides permettaient de le mettre à jour. Avant de continuer, j'aimerais apporter une petite précision. Les mises à jour du tableau ne se font pas à chaque transaction une par une, mais après un lot de transactions qui a lieu durant une période de temps. Pour le Bitcoin par exemple, c'est environ 10 minutes. Entre deux signaux, chaque mineur enregistre des transactions et met à jour son propre tableau dans son coin, indépendamment des autres mineurs. Aujourd'hui, on est en 2000, du coup, ça va aller 2001, 2002, 2003, après, c'est la porte ouverte à toutes tes fenêtres, monsieur. Et c'est là le problème. C'est que tous les mineurs ne peuvent pas, à un instant T, celui du signal, avoir exactement la même liste de transactions validées. Il y a plusieurs raisons à ça, mais je vais vous en citer une qui est assez facile à comprendre. Nos mineurs sont éparpillés à travers le monde. Lorsqu'une transaction a lieu, disons, à Tanger, au Maroc, entre un mineur qui l'enregistre à Algeciras à 56 km de là, et un autre mineur qui lui se trouve à Whangarei en Nouvelle-Zélande à 20 000 km de là, il y a forcément un petit décalage de temps entre les deux. Si le signal arrive pendant ce décalage, on a alors à cet instant précis deux versions du tableau tout aussi valides l'une que l'autre. L'une qui a eu le temps d'enregistrer la transaction et l'autre non. Et ça, c'est un très gros problème parce que ces différentes versions du tableau ne peuvent pas coexister. Sinon, on se retrouve avec une multitude de tableaux différents. Il nous faut donc, à notre blockchain, un dernier mécanisme qui va élire, parmi toutes les versions valides, une seule et unique version sur laquelle tous les mineurs vont devoir se caler. D'une blockchain à l'autre, ce mécanisme d'élection peut être différent. Listen to me very carefully. There are three ways of doing things around here. The right way, the wrong way, and the way that I do it. Il y a par exemple le mécanisme de la preuve d'enjeu, en anglais Proof of Stake, qui est utilisé dans les blockchains EOS et Cardano. Il y a la preuve d'autorité, qui est utilisée dans la blockchain Azure. Mais il y a aussi et surtout la preuve de travail, ou Proof of Work, qui est le mécanisme le plus connu car utilisé dans les blockchains Bitcoin et Ethereum. Et c'est ce mécanisme de la preuve de travail que l'on va voir ici. Avec la preuve de travail, ce mécanisme est plus une course de vitesse qu'une élection. Pour arriver à une version mise à jour de notre tableau qui inclut les nouvelles transactions, on va rajouter ici un fichier qu'on appelle un bloc. C'est un fichier binaire, comme tous les autres, qui contient des informations, mais pas n'importe quelles informations. Il y en a exactement 4. On va laisser de côté la première information pour le moment, on y reviendra un peu plus tard. Et on va s'attaquer directement à la deuxième qui n'est autre que la version actuelle du tableau. La troisième information est la liste des transactions valides que l'on a enregistrées. Et on a vu qu'elles pouvaient légèrement différer d'un mineur à l'autre. Et enfin, on va rajouter dans le quatrième compartiment de notre bloc un champ libre où on peut écrire un nombre de 10 chiffres qui va de 0 à 4 milliards. Ce nombre, on lui a carrément inventé un nom, on appelle ça un nonce. Et on va voir tout de suite à quoi il va nous servir. On va maintenant ressortir un outil que vous connaissez bien si vous avez vu l'épisode précédent, notre fonction de hachage. Une fonction plus simple cette fois-ci parce que vous voyez ici qu'il n'y a pas de clé de chiffrement comme pour les transactions. Lorsque l'on passe notre bloc tel quel dans notre fonction, on obtient un hash. Si on revient en arrière et que cette fois-ci nous saisissons ici un nombre au hasard, par exemple 2 356 946 967, et qu'on repasse notre bloc dans la fonction,
on obtient un autre hash qui est totalement différent du premier. Eh bien c'est ça la course qu'on va faire. On va déterminer une forme de hash particulière, un hash qui commence par 5-0 par exemple, et on va tester plein de noms au hasard jusqu'à ce qu'on tombe sur un hash qui commence bien par le 5-0. Sur la blockchain Bitcoin, pour le mineur qui trouve ce hash, c'est le pactole, avec une prime qui s'élève actuellement à 6,25 Bitcoin, soit au cours actuel, la somme d'environ 343 000 €. C'est pas mal, hein? Une fois trouvé, un bloc valide équivaut à une nouvelle version de notre tableau. Et c'est là la vraie nature de notre fameux signal informatique. Le signal est en fait un bloc valide trouvé par l'un des mineurs. Et ensuite ça va tout seul. Pour passer à une troisième version de mon tableau, on va répéter les mêmes étapes, mais cette fois avant de rechercher un nonce, on va s'occuper de notre information numéro 1 qu'on avait mis de côté tout à l'heure. Vous l'avez deviné, il s'agit du bloc précédent. Ou plutôt du hash du bloc précédent, mais en fait ça revient au même. Une fois notre bloc prêt, on lance la recherche du nonce qui va le valider, et une fois trouvé, c'est comme si les deux blocs étaient solidement et irrémédiablement liés. D'où l'appellation de chaîne de blocs. Chaque bloc est définitivement lié au bloc précédent et au bloc suivant. Ça paraît simple comme ça, mais la difficulté vient du fait que selon le nombre de mineurs connectés à la blockchain, la difficulté du hash à trouver, c'est-à-dire le nombre de zéros qu'il faut aligner, est automatiquement ajustée pour qu'un bloc soit trouvé en moyenne toutes les 10 minutes. Quand les mineurs sont peu nombreux, ça va, mais plus il y a de monde et plus la quantité de calculs à réaliser devient grande, jusqu'à devenir tout bonnement astronomique. Et ça, malheureusement, c'est un très gros problème pour le Bitcoin. Dans cette course au bloc, l'énergie dépensée par le mineur qui gagne lui a été très utile puisqu'il a réussi à toucher la prime des 6,25 Bitcoin. En revanche, l'énergie dépensée par tous les autres mineurs, et il y en a près d'1 million actuellement, est quant à elle littéralement partie en fumée. Elle n'éclaire personne, ne fait pousser aucun fruit, ne fait avancer aucun véhicule et ne chauffe aucune maison à part peut-être celle des mineurs. Et pour vous rendre compte des quantités d'énergie qui sont actuellement en jeu, je vous invite à aller voir la vidéo de la chaîne Les Idées Froides, qui en parle plus en détail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette série de vidéos jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt! Attendez une minute. Cette série de vidéos s'intitule « Comprendre la blockchain ». Est-ce que vous avez compris ? Ah, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est pas ? Mais vous savez, pour comprendre un concept, un phénomène ou un événement qui se passe aujourd'hui, il suffit parfois de faire un petit retour vers le passé. Regarde ça. Si vous êtes né avant les années 90, vous avez connu un monde sans Internet, et vous avez donc dû comprendre ce qu'était Internet. Peut-être qu'aujourd'hui vous ne vous en souvenez pas, mais croyez-moi, ça n'a pas été facile. Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet, dont on parle beaucoup. Internet ? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. C'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information. Internet ? Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. J'ai cru comprendre que ça a rapport avec l'informatique, il y a des informations qui circulent et qui sont accessibles à tout le monde, c'est ça ? Vous pouvez alors communiquer avec la planète. Exemple, avec Bill Clinton, le président américain reçoit tous vos messages et la Maison Blanche y répond. Internet, c'est le nettoyage. On a découvert sur le fameux réseau de communication internationale Internet, n'importe qui pouvait trouver la recette destinée à confectionner des bombes et à se livrer à des actes de terrorisme. C'est aussi simple et terrifiant que cela. Dire quoi ? C'est comme un énorme Minitel où on peut avoir une source d'information immense.
Cette éclosion de printemps ressemble à celle du Minitel dans les années 80. Et si le succès est le même, nos manières de vivre et d'apprendre en seront vite profondément transformées. Je crois que vous avez compris l'idée. Le moment est venu de notre retour vers le futur. L'Internet classique que l'on connaît tous est un système. Ce que ce système a révolutionné dans les années 90 et 2000, et ça pour des siècles, c'est l'information. Chacun peut librement se connecter à Internet et produire, consommer, envoyer et recevoir de l'information, et cela sans intermédiaire. La blockchain est un système à l'intérieur du système Internet. Il n'y a pas de blockchain sans Internet. Ce que le système blockchain révolutionne cette fois-ci, c'est la valeur. Chacun peut librement se connecter à une blockchain et produire, consommer, envoyer et recevoir de la valeur d'une façon bien plus pratique et autonome que ne le faisaient jusque-là le cash et les banques. Et avec en prime un niveau de sécurité absolu tant qu'on vit dans un monde où 2 et 2 font 4. Il en manque une. Il y a aujourd'hui une ébullition autour de l'utilisation de la blockchain. Des milliers de projets blockchain apparaissent aujourd'hui pour nous faciliter la vie, et parmi eux, il y a Taobi, qui est aussi un projet blockchain dont je vous parlerai dans une prochaine série de vidéos. En attendant, je vous encourage à jeter un œil aux sources que j'ai utilisées pour réaliser cette série, à savoir Dette, 5000 ans d'histoire de David Graeber qui explique quelle est la vraie nature de la monnaie, les vidéos de la chaîne Didimi, Esprit critique, et en particulier celles de la dette et du commerce qui sont inspirées du livre de Graeber, La fin des banques de Philippe Erlin qui nous explique en quoi la blockchain, mais également la future concurrence des GAFA, et plein d'autres évolutions de notre époque font des banques des espèces en voie de disparition. Et enfin, l'âge du web décentralisé, qui est un rapport qui commence à dater un peu, mais qui est la bible en matière de vulgarisation de la blockchain, à lire et à relire pour bien saisir sa nature, son fonctionnement et ses enjeux. Et enfin, dernière chose avant de vous quitter, si vous avez compris ce qu'était la blockchain grâce à cette série de vidéos et qu'un jour vous avez en votre possession des crypto-monnaies, sachez que vous m'êtes redevable de, allez, je vais être sympa, disons, un bitcoin seulement. Je vous laisse ici ma clé publique, merci de bien vouloir régulariser votre situation dans les plus brefs délais. Il ne me reste plus qu'à vous remercier encore d'avoir suivi cette série de vidéos jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour l'ICO du projet Taobi.